Cette semaine sur InPower, j'accueille Isabelle Léyer, journaliste, comédienne et autrice. Et Isabelle a un mantra, qui résonne d'ailleurs pas mal avec celui d'InPower, celui de devenir l'artiste de sa vie. Nous devons à nous-mêmes et même au monde d'être qui l'on est. Artiste, Isabelle l'a été. Après ses études, Isabelle décide de lancer un spectacle sans trop savoir où cela la mènera. Les portes s'ouvrent pour elle qui commence à performer à travers tout le pays. Donc ça prouve que c'est possible, et que si vous voulez vraiment faire quelque chose, si ça vous brûle, si votre vraie passion c'est le spectacle, eh bien vous trouvez un moyen en fait. Mais son reste de journalisme reste fort et elle décide de tenter sa chance en commençant à la radio. C'est désormais chez France Télévisions qu'elle évolue et elle nous partage dans cet épisode ce qui lui a permis d'atteindre ses rêves. On a l'impression qu'on est nul. En fait, personne n'est nul. Cet épisode est un peu comme une séance de coaching gratuite, car Isabelle a la gentillesse de nous partager les méthodes qu'elle utilise auprès des personnes qu'elle coach, alors j'espère qu'il pourra vous aider. Se perdre soi ou perdre son job. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Isabelle Léyer. Bonjour Isabelle. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower, je suis ravie de t'accueillir à ce micro. J'ai hâte d'en savoir plus sur toi et sur ton parcours. Et pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Oui, alors je suis journaliste à France Télévisions, France Info, journaliste culture, artiste, podcasteuse, coach, conférencière et autrice du livre qui s'appelle « Je deviens l'artiste de ma vie », publié aux éditions Erol. Et en fait, j'ai l'habitude de dire, moi je suis une artiste de la vie, c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est pas tant les titres, les mots, c'est quoi artiste de la vie ? C'est suivre son flow et faire ce que notre âme et notre cœur nous dictent, qui finalement nous indique le chemin de notre réalisation, et je suis là pour en témoigner. Écoute, ce que je me suis demandé en regardant ce que tu faisais, en fait j'aime bien me renseigner un peu sur mes invités, mais pas trop, parce que je trouve qu'après, comme ça on reste curieux. Je me suis demandé en voyant tous tes titres, parce que voilà, j'imagine que les médias doivent bien utiliser tous tes titres pour te présenter, il y en a beaucoup. Par quoi est-ce que tu as commencé en fait ? C'était quoi le premier cri du cœur ? Est-ce que c'était un cri du cœur d'ailleurs ou est-ce que c'était au contraire un devoir ? Non, alors je suis pas vraiment dans... Moi je suis vraiment dans la passion, je suis une personne de cœur et c'est vraiment tout ce qui m'a toujours menée en avant. J'ai vu petite d'ailleurs autour de moi des gens qui faisaient des choix de calcul, de raison, je sais pas si on peut appeler ça vraiment raison, mais on va dire ça. Et ça ne les a pas menés à leur bonheur. Donc j'ai vite découvert ça. Et moi, petite fille, je chantais, je dansais, je faisais des personnages. Vraiment, c'était ma vie. Aussi, sans doute parce que, comme plein de gens, ma réalité n'était pas très fun. Et du coup, comment en sortir ? Eh bien, en s'inventant des univers, en s'inventant des personnalités. Tu peux nous dire juste pourquoi ta réalité n'était pas fun ? Moi, j'étais dans une famille dysfonctionnante. Il n'y avait pas d'amour. Je ne me rappelle pas que mes parents m'aient pris dans les bras, m'aient dit des choses un peu sympas, motivantes et positives. Il y avait aussi beaucoup de problèmes. Ils étaient sur leurs problèmes d'argent, problèmes de couple, problèmes de plein de choses. Mais on est des milliers, des millions à vivre ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment. Je me suis dit, mais finalement, peu importe. Bon, j'avais déjà cette conscience que nos parents, ils font ce qu'ils peuvent et voilà. Et finalement, je me suis dit, peut-être que leur mission à eux, c'était de me donner la vie. Et ça, ils l'ont fait, et merci. Et que finalement, le reste, pas de souci les amis, je m'en occupe, je vais me débrouiller. Et c'est ce que j'ai fait finalement en suivant du coup des rêves, parce que quand on a une réalité pas fun, pour se raccrocher à quelque chose et voir un espoir à l'horizon, eh bien il faut des rêves, on a besoin de ces rêves. Et moi j'en avais plein, je m'y suis accrochée. Le journalisme aussi est arrivé assez rapidement à l'adolescence. Je voyais Envoyé spécial à l'époque à la télévision. Et je voyais ces gens qui parcouraient le monde, qui le découvraient et qui nous transmettaient des choses. Et j'ai aussi trouvé que c'était un métier fabuleux. Alors du coup, j'ai fait de l'artistique pour payer mes études de journalisme, puisque depuis que j'ai 18 ans, je me gère toute seule. Et puis voilà, et ça s'est enchaîné. Alors je me permets de m'arrêter un peu là-dessus, parce que moi j'aime bien justement entrer dans les détails de la vie des personnes que je reçois, aussi parce que comme tu l'as dit, ça concerne d'autres personnes et qu'on peut s'identifier. Du coup, tu es dans cette famille dysfonctionnante. Est-ce que tu choisis toi-même tes études ? Est-ce qu'on t'impose un chemin ? Et qu'est-ce qui fait pourquoi du coup tu quittes le domaine familial pour être indépendante dès l'âge de 18 ans ?
Alors, on m'a jamais rien opposé, en fait, puisque mon frère et moi, on était en roue libre. On faisait un peu ce qu'on voulait, puisque les parents étaient... mon père, il était HS assez rapidement, et puis ma mère, soit elle bossait, parce que c'est quand même elle qui tenait tout, soit elle allait se divertir, parce que la vie n'était pas forcément simple. Donc, on s'est retrouvés un peu, mon frère et moi, comme ça. Vous étiez où, du coup ? Vous étiez en France ? Alors, moi, j'ai grandi à Bruxelles. D'accord. Et je suis arrivée à Paris il y a 15 ans, donc j'ai vécu, après fait mes études à Bruxelles et travaillé là-bas aussi. Et donc, en fait, dans cette liberté, moi, je me suis prise en main. J'ai rencontré heureusement l'artistique, donc j'étais à fond sur mes rêves et tout. Mon frère, il s'est un peu plus laissé aller et a fait des petites bêtises, mais rien de très grave, heureusement. Et finalement, je me suis rendu compte, en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'à 11 ans, j'ai redoublé. Et j'ai refusé. Je fais, ce n'est pas possible, je ne redoublerai pas. Bon, j'ai pas eu le choix, mais là, j'ai eu une prise de conscience majeure. C'est le premier, on va dire, tournant dans ma vie qui vraiment a changé les choses. Et je me suis dit, mais en fait, là, je traîne à rien faire parce que j'avais personne derrière moi pour me dire, fais tes devoirs, tu comprends pas un truc, tiens, je vais t'expliquer. Et donc, et je me suis dit, mais en fait, si je continue comme ça dans ma vie, je vais juste rater ma vie, en fait, passer à côté de tout, être chaque fois dans les derniers, avoir les miettes et finalement être ni valorisée ni heureuse. Et là, je me suis dit, bon, en fait, je vais bosser. Et il y avait de la revanche. Je me suis dit, ok, je vais leur prouver que je vaux quelque chose, que j'ai pas besoin d'eux, je m'en fous, je vais bosser. Et en fait, j'ai bossé et tout de suite, je me suis retrouvée catapultée dans les premières de classe, souvent première. Et donc, un autre regard, alors pas de ma famille s'en foutait, mais des professeurs. Un autre regard sur moi-même, tiens, je suis capable de faire quelque chose. Finalement, on se rend compte qu'on est tous bien plus capables qu'on ne pense. Mais comme on ne fait pas toujours ce qu'il faut faire pour changer la donne, eh bien, on a l'impression qu'on est nul. En fait, personne n'est nul. Franchement, quasiment personne n'est nul. Mais juste, il faut poser les bonnes actions. Et donc, j'ai eu cette chance-là, finalement, redoubler. J'avais 1 an d'avance. Je manquais de maturité, mais ça a été un des grands cadeaux de ma vie, puisque j'ai eu cette prise de conscience. Et ça a été incroyable. C'est toujours une question que je me pose, la part entre l'inné et l'acquis. Et ça résonne non seulement avec ce dont tu parles, le travail scolaire et le travail de manière générale, mais aussi la liberté que vous avez eue. Le fait, par exemple, que ton frère n'ait pas réagi de la même façon que toi, alors qu'a priori, vous avez eu la même éducation. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grande part de nature, entre guillemets, de qui on est, de la personnalité qu'on a. Qu'est-ce que tu conseillerais peut-être aux personnes qui sont dans cette situation, qui n'ont pas un entourage extrêmement solide, pour ne pas tomber dans le piège justement du je m'en foutisme? Alors déjà, entre l'inné et l'acquis, moi j'ai une interprétation un peu différente par rapport à mon frère. Mon frère, ça a été le garçon. Ma mère, elle voulait un garçon. J'étais la première fille. Je suis arrivée fille première. Et puis le garçon est arrivé. Et donc, inconsciemment, je pense qu'elle l'a plus choyé. Enfin, après, ça s'est vérifié, et peu importe. Mais du coup, c'est quelqu'un qui s'est senti aimé, validé tout de suite. Donc, je pense qu'il s'est plus laissé aller puisqu'il n'avait pas cette carence d'amour. Et que moi, ne l'ayant pas eu, eh bien, je me sentais... Il a fallu que je me batte pour dire j'existe, que je me batte pour dire mais je vaux la peine ou trouver une place que je n'avais pas, me faire une place. Donc, voilà, il y a peut-être une partie d'inné, on ne sait pas, mais en tout cas... L'acquis, c'est aussi, on peut naître de mêmes parents et d'un même contexte, frères et sœurs, mais on n'est pas dans un même contexte. On est le premier, on est le deuxième, on est une fille, on est un garçon, le rapport à la mère, le rapport au père. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, et même déjà à la base dans le ventre de la maman. Parce qu'il y a une influence de son stress, l'énergie, de ce qu'il entend, enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Après, moi je suis vraiment dans l'idée il n'y a pas de fatalité et que franchement, je suis la preuve, en n'ayant pas eu les cartes à la base, on peut aller chercher les cartes. Le conseil, puisque tu me le demandes, ce serait vraiment de commencer par se dire, et c'est vraiment le premier chapitre de mon livre, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux, qu'est-ce que je peux faire pendant des heures et je vois pas le temps passer parce que ça me plaît tellement, qu'est-ce qui fait battre mon cœur. Toutes ces choses-là sont la base constitutive de notre rêve d'aujourd'hui, ici et maintenant. Peut-être que dans 20 ans ou 10 ans, ce sera différent, mais on est ici et maintenant, donc il faut travailler avec ici et maintenant. Et donc à partir du moment où on a ce rêve qui a vraiment du sens pour nous, ce qui veut dire, ce n'est pas être riche, être président de je ne sais quoi, avoir une grosse bagnole, etc. Ça peut être des conséquences et pourquoi pas.
Mais c'est pas ça qui fait vraiment profondément battre notre âme et notre cœur. Et finalement, ce pourquoi je pense on est ici sur cette terre. Alors moi, je suis pas dans des trucs de spiritualité très éloignés, mais je pense vraiment qu'on est là pour quelque chose et que notre différence, notre unicité, si on la laisse s'exprimer, eh bien, c'est merveilleux pour nous parce que elle a besoin de s'exprimer pour qu'on soit heureux et pleinement accompli, mais le monde a besoin de ça. Et que si cette éducation qui nous formate, si on suit ça, on va tous être des moutons, mais quel est l'intérêt d'être la photocopie du précédent et du suivant? Donc nous devons à nous-mêmes et même au monde d'être qui l'on est, parce que ça va vraiment enrichir ce monde-là. Donc ce rêve, on l'identifie. Qu'est-ce qui, par exemple, quand on voit les autres le faire, dit « mais moi, je veux être à cette place ». Mais pas parce que c'est une star et tout le monde l'applaudit, parce qu'il fait ce qu'il est en train de faire, ou elle fait ce qu'elle est en train de faire, quoi que ce soit. Même si c'est jardiner, faire de la poterie, de la peinture, on s'en fout. C'est vraiment ce qui nous plaît. Et donc, on se raccroche à ce rêve-là. C'est ce que j'ai fait. Et chaque jour, on pose une action en direction de ce rêve. Petite, parce que si on pense à quelque chose de trop grand, on va le faire 3 jours et puis on va laisser tomber. À notre portée, mais si on fait ça, et c'est un des conseils puissants du livre, eh bien, au bout d'un mois, on a posé 30 actions. C'est impossible qu'on n'ait pas avancé sur le chemin de ce rêve. Je trouve que c'est de plus en plus difficile quand même dans notre société de trouver ce rêve dont tu parles, parce que en fait, les rêves sont quand même beaucoup façonnés par ce qu'on voit, parce qu'on entend, je parle souvent des rôles modèles, et en fait, il est certain qu'aujourd'hui, par exemple, tu as beaucoup de jeunes qui rêvent d'être créateurs de contenu, influenceurs, sans même vraiment savoir ce que c'est, uniquement parce qu'ils rêvent non pas du chemin, mais de la destination. Et donc, en fait, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur le fait que, en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on ferait même si on n'était pas payé pour le faire. C'est souvent un conseil que je donne pour trouver vraiment les activités qui nous animent. Mais c'est vrai qu'il y a ce piège-là, je trouve, de plus en plus dans notre société. Peut-être qu'il existait aussi avant, dans le sens où il y avait quand même la télé, il y avait quand même les médias, où on va rêver, je sais pas, d'être astronaute. Au final, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre le quotidien, j'insiste toujours sur le quotidien d'un astronaute, de la préparation que ça demande, de voilà, tous les tests, etc. Qu'on doit passer. Comment faire si jamais en fait on se rend compte que c'est pas le bon rêve qu'on cherchait jusqu'à présent? Alors, juste pour revenir sur les modèles, c'est formidable quand justement on connaît son chemin et que juste on se dit, tiens, voilà, comment je peux modéliser pour faire comme ces personnes. Mais après, il y a l'autre modèle, le modèle qui, en fait, quand on ne sait pas qui on est, on veut être cette personne-là. C'est parce que justement, on ne sait pas qui on est. Et donc, c'est revenir à ces sensations, revenir à justement ce qui est essentiel pour nous. Et effectivement, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Et je dis pareil, quand des personnes viennent en me disant, tiens, mon rêve, ce serait de faire ça. Mais est-ce que tu connais ce métier? Alors, une fois, c'était une dame qui voulait être fleuriste. Génial! Va passer une journée avec une fleuriste. Parce qu'il y a l'imaginaire et finalement, il y a la réalité. Et finalement, c'est aller se dire, ok, qu'est-ce que j'aime dans cette idée-là? C'est vraiment revenir à soi et revenir à cette petite voix, revenir à cette intériorité. La petite voix, moi je l'appelle comme ça, mais il y a des gens, ils parlent d'une sensation dans le ventre, dans le cœur, dans la tête, où ça chauffe au niveau de l'abdomen. Et en fait, c'est par exemple quand vous avez rencontré quelqu'un et au fond de vous, vous saviez que cette personne n'était pas bonne pour vous, mais vous avez chassé cette voix-là. Mais je pense que ça nous est tous arrivé de se dire ah, je l'avais senti que ça, c'était pas bon pour moi. La bonne nouvelle, bon là on l'a senti trop tard, c'est qu'on a quelque chose, il y a quelque chose qui nous parle. Et c'est revenir au fur et à mesure du temps, de plus en plus proche de cette petite voix, le plus vite possible, histoire d'éviter de se casser la figure, de se faire du mal et de perdre du temps, et de retrouver nos sensations. Et peut-être pour commencer à se remettre en contact avec nos sensations, ce serait recommencer à trouver le goût des choses. Quand on mange, quand on boit, tiens, ce matin, qu'est-ce que je vais mettre? Quel vêtement ça me ferait plaisir de mettre? Reconnecter avec le plaisir. On est finalement des robots qui oublions le plaisir, et c'est comme ça aussi qu'on perd finalement le bonheur de vivre. On fonce, il faut performer, il faut être à telle heure là. Et nous, on est où dans tout ça? Et nos sensations, nos émotions, notre
plaisir, notre joie. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'on a toutes et tous la même façon d'éprouver du plaisir ? Ah mais bien sûr que non. Et à chacun à trouver la sienne. Et par rapport aussi à l'idée du rêve, moi je dis même, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rêve déjà. Et puis peut-être qu'il y a des personnes, elles appellent ça un objectif. Elles appellent ça un but. Elles appellent ça une envie. L'important, la base, c'est l'envie. Parce que dans le mot envie, il y a vie. Quand on a une envie, on commence vraiment à être pleinement en vie. Et c'est retrouver ça, je pense, le secret de l'envie. Et donc, effectivement, il y a des gens, ils se sont épuisés, cramés, ils ont suivi des chemins qui ne sont pas les leurs, ils se sont perdus, et donc ils ont perdu cet instinct, cette flamme de vie. Et donc, ça recommence par des petites choses, s'autoriser, aller rechercher ces petites choses-là, remettre de la joie, du plaisir, parce que finalement, pourquoi on suit un rêve ? C'est pour être heureux, pour avoir une vie faite de joie, de partage, d'amour, de plaisir. Et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Et aussi, une alerte que je voulais donner, parce que je suis tombée dedans, évidemment, c'est sur le chemin du rêve. On veut absolument réaliser ce rêve. Moi, de petite, il fallait que je réalise mes rêves. C'était important et que j'y aille le plus vite possible, parce qu'il fallait que je sorte d'une situation. Et j'ai gardé ce rythme des rêves de réaliser. Et je me suis rendu compte un jour, c'était après Mademoiselle, mon spectacle musical. C'était génial, on a été nommé au Petit Molière, c'était une aventure magnifique, les retours du public étaient, mais parfois j'avais des gens en pleurs, donc c'était super expérience. Mais j'ai failli me cramer en fait à vouloir vraiment avancer, avoir de la presse, à remplir la salle. Enfin, j'étais à fond, je faisais mon boulot d'artiste, et puis de com, et puis de prod, enfin, je faisais tout en même temps. Et à la fin, je suis sortie de là heureuse, mais un peu cramée quand même. Et je me suis rendu compte que finalement, je pensais que chaque fois, j'avais gardé de quand j'étais petite, le fait que chaque fois que je réalise un rêve, l'idée de ce rêve, c'est de changer ma vie. Mais j'avais plus besoin de changer ma vie. Et donc en fait, je me suis rendu compte que finalement, l'important de ce rêve, c'est de vivre ce rêve, mais aussi de prendre le temps de vivre ce rêve. Parce que si on est dans le rush pour réaliser un rêve, on le réalise, derrière il y a un autre rêve, on le réalise, et derrière on se crame, et on perd le plaisir à faire les choses. Et on passe sans doute à côté de super moments sur le chemin de ce rêve. Donc, cool, prenons le temps de vivre chaque pas qui nous dirige vers ce rêve, parce que de toute façon, après un rêve, il y aura toujours un autre rêve. Et c'est vrai que parfois, je trouve ce discours, en tout cas cette réalité un peu culpabilisante, dans le sens où, moi, c'est un peu l'inverse qui se passe souvent quand je vais me dire, ok, là, il faut que je profite. En fait, je profite plus. Parce que du coup, je suis dans la raison et moins dans le moment présent. Et j'ai l'impression que je retire plus de plaisir à attendre. Je prends souvent l'exemple de Noël. Je prends plus de plaisir à attendre Noël, à avoir mon calendrier de l'Avent, à vivre l'excitation du jour qui approche, que le jour de Noël en lui-même, qui est souvent moins bien que ce que j'avais imaginé dans tous les cas, vu que j'avais des attentes. Et parfois, je me dis justement, Noël, profite là, regarde, c'est Noël, profite, n'oublie pas, c'est ce que t'attendais. Et en fait, je suis un peu dépourvue, je suis un peu prise au dépourvu parce que je ressens beaucoup moins de sentiments que je m'imaginais. Mais en fait, tu l'as dit, le souci vient de la phrase « il faut que je profite ». Tu t'obliges à profiter. Oui, parce qu'il y a cette injonction, ok, maintenant c'est ici et maintenant le moment présent, et le moment présent, on ne vivra jamais que dans le moment présent, donc c'est vrai qu'autant kiffer, mais c'est aussi te refuser finalement d'écouter cet instant-là, ou peut-être qu'à ce moment-là, il y a autre chose qui se passe, qui se joue, et non, il faut profiter, et du coup évidemment, il y a une distorsion qui se passe en toi, parce que tu refuses à ce moment-là, quand tu dis il faut que, d'écouter le besoin de l'instant et finalement d'être vraiment dans l'instant en voulant être absolument dans l'instant, dans un état. Ouais. Donc accepte l'état, finalement, ok, quel est cet état ? Ah oui, cet état, c'est que j'avais imaginé un truc de dingue et finalement, c'est pas aussi dingue. En attendant, j'ai kiffé pendant 3 mois. C'est sûr, c'est ce que je me dis d'ailleurs. Et puis je rekiffe souvent en pensant au mois de préparation avant. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression que, comme je suis pas dans la tête des autres, a priori vous aussi, j'avais cette impression que peut-être j'avais un mode de fonctionnement différent où moi je prenais plus de plaisir dans l'avant et dans l'après et pas forcément dans le maintenant.
Et réalisation qui parfois est un peu culpabilisante quand on entend de plus en plus l'ici et maintenant, il faut arrêter le passé est derrière nous, le futur n'est pas encore là. Ben ouais, mais moi en fait, je kiffe plutôt me rappeler des souvenirs et penser à ce qui va arriver. Ça me botte en fait, ça me booste. Eh ben si ça te bosse et si ça te booste, eh bien garde ça. C'est ça l'idée, et c'est ce que je dis en long, en large, en travers dans le livre, c'est il y a des choses, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, je prends. C'est pas bon pour moi, je ne prends pas en fait. Et tout simplement, parce que peut-être que ces recettes-là, elles fonctionnent pour certaines personnes, mais on est chacun différent. Donc finalement, l'idée, c'est de revenir à ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, de quoi j'ai envie, et ok, s'il y a quelque chose qui est bon pour quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire d'office que ce sera bon pour toi. Donc finalement, c'est sortir de ces pressions. C'est sûr. Sortir de ces pressions, se reconnecter à ce qu'on ressent, s'autoriser, ah bah non, finalement, c'est pas ça. Bah écoute, c'est pas ça, c'est pas grave parce que ça va passer, tous les états passent. Et puis quand on a émotionnellement des remous, des messages, c'est que notre corps, notre âme, il y a quelque chose qui veut s'exprimer, qui nous dit quelque chose. T'as déjà vécu ça ? Ton corps qui te dit que t'es pas au bon endroit ou qui essaie de te passer un message ? Oui, alors carrément. Hein. Et puis même des messages puissants. Par exemple, je me souviens après mon premier spectacle qui s'appelle Love Cabaret, c'était génial, on s'est éclaté, j'avais eu mon grand ami Chris à la régie, c'est un truc avec 0 budget et tout, c'était génial. Et donc, forte de ce moment incroyable, hyper crevant quand même, je me dis, je vais recommencer. Et donc, je book une salle chez une amie qui s'appelle Fanny Jourdan. Et en fait, j'étais pas encore reposée de ce spectacle-là que j'allais recommencer, mais par passion, quoi. Et en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds, mais de malade. Et mon corps m'a fait non, no way. Et en fait, j'ai appelé Fanny, je dis écoute, je sais pas ce que j'ai parce que je n'ai rien normalement, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis donc j'ai annulé et j'ai transmis la salle à quelqu'un d'autre, donc tout le monde a eu une place et je n'ai abandonné personne. Hein. J'ai vécu et suivi mes responsabilités jusqu'au bout et tout, mais j'ai senti que mon corps me disait stop et effectivement, un peu après, ça s'est arrêté. Et en fait, j'ai compris que mon corps m'avait sauvée, en fait, parce que physiquement, j'étais cramée, quoi, parce que j'avais tout donné. Et la passion, moi, je vis sur la passion, mais il y a un corps qui est là aussi, qui dit « Ouh, on fait un break !» Ah oui, t'as raison. Oui. Je pense à toutes les personnes, tu vois, qui ont des boss et pour qui, en fait, c'est pas forcément possible. Ça, c'est très dur parce que peut-être qu'ils entendent ces signaux, mais en fait, c'est très compliqué dans notre société de l'hyperproductivité où si jamais on a justement un rêve qui est d'atteindre un certain poste, d'écouter ce que parfois on voit juste comme un obstacle en fait, et qu'on a envie de taire. Alors par rapport au boss, il y a un chapitre qui est très important dans le livre, c'est le chapitre 6, c'est sur les limites. Parce qu'aussi c'est quelque chose, se mettre des limites à soi, comme moi quand je vais trop loin, mais aussi mettre des limites aux autres, qui ont des projets pour nous, mais qui ne sont pas forcément des projets qui nous correspondent ou avec lesquels on est d'accord. Et en fait, dans ce chapitre, j'apprends même à comment dire non en disant oui à quelqu'un qui votre boss, il a décidé que vous alliez faire un truc, vous n'avez déjà pas le temps de faire tout le reste, et bien comment dire non, mais d'une manière, par exemple, ça peut être en disant mais avec plaisir, mais qu'est-ce que tu me retires parce que là j'ai pas le temps. Déjà avec plaisir, hein, vraiment il y a pas de souci. Mais alors qu'est-ce que je mets de côté pour faire ça? Moi j'ai eu une expérience comme ça d'une nana qui il fallait absolument, elle était pas dans mon service et il fallait absolument que je l'aide parce que à l'époque je voulais vraiment montrer que je savais tout faire, que je pouvais aider tout le monde, etc. Puis je suis comme ça, moi j'aime bien aider les gens. Et du coup elle me donnait du boulot qui n'était pas dans mon service et au début j'étais un petit peu la pigeonne et puis je voulais aider, puis elle partait à 19h, moi je continuais jusqu'à 22h. À un moment j'ai fait ok, il y a un truc qui va pas dans ce système et du coup le truc ça a été de dire donc elle vient, elle déboule et je fais avec plaisir, mais alors cette semaine je suis overbookée et ça vous pouvez être assuré que ne pas avoir le temps c'est l'excuse que tout le monde accepte, hein. Les enfants malades ça passe difficilement, j'ai pas le temps, je suis overbookée, ça passe, hein, très bizarrement. D'accord. Ah, mais c'est fou. Et du coup, je lui fais, écoute, j'ai pas le temps là, je suis overbookée, mais avec plaisir la semaine prochaine. Mais je la connais, tout doit être fait pour hier. Donc elle est repartie comme ça, et puis elle a trouvé quelqu'un d'autre. La semaine d'après, elle m'a refait le coup, je lui refais pareil, et puis elle m'a plus jamais redemandé. Mais moi, j'ai été sympa, j'ai dit avec plaisir.
Il y a plein de trucs comme ça à mettre en place, en fait, de limites claires, pas claires, en rigolant. Après, il faut trouver comment on met chacun ses limites, parce que c'est vraiment une question de personnalité. Et en travaillant ça en coaching avec des personnes, mais moi j'ai vu des positionnements de personnes qui étaient les larbins changer en 3-4 mois. Et c'est hallucinant. Donc en fait, il faut se rappeler que quand les gens exagèrent par rapport à nous, nous empêchent, etc., c'est parce que quelque part, on leur a laissé l'espace de le faire. Toujours se rappeler ça. Voilà. Après, il faut trouver les bonnes manières de faire ça. Il y a des gens avec qui c'est plus touchy, des boss avec qui c'est plus touchy, mais petit à petit. Et puis, si on est vraiment, vraiment, vraiment mal dans un poste, il y a un moment où il faut partir, en fait. On croit toujours qu'à l'extérieur, c'est la fin du monde et qu'on va mourir. Mais on a des millions et des milliers d'exemples de gens qui ont quitté un job, soit ils se sont fait virer, soit ils sont partis, ils ont survécu, ils ont trouvé un autre job. Et il faut faire attention parce qu'il faut partir à temps. Parce qu'il y a des gens aussi qui finalement, ils attendent d'être cramés, d'être en burn-out parce qu'ils n'ont pas osé. Et finalement, c'est la seule solution pour eux de partir. Mais parfois, ça met 1 an, 2 ans, 3 ans de se sortir de là. Donc, se perdre soi ou perdre son job. C'est quoi? Et en plus, on est en France, donc il y a des systèmes aussi qui sont là pour nous aider à trouver la suite. Et puis peut-être, c'est des occasions aussi de monter ses trucs, de tenter des choses. On a l'entrepreneuriat, on a des systèmes aussi d'auto-entrepreneurs, etc. Enfin voilà, il y a un champ des possibles à tester. On a pas mal de bouées de secours, de sauvetage. On est dans un pays formidable pour ça. Mais je pense que, je me mets à la place de peut-être des personnes qui sont dans cette situation. C'est presque un aveu de faiblesse, en fait, ou un échec. Enfin, je le vois, moi, à mon humble échelle, quand... moi, je le dis, parce que dans tous les cas, dans le podcast, je suis très sincère. Je vais pas m'arrêter de travailler genre à 15h en après-midi si je me sens pas bien, parce que je m'en voudrais trop. Et donc, je pense qu'en fait, c'est difficile de se détacher de cette idée que c'est pas parce qu'on est malheureux dans son travail, ou parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on n'en peut plus, qu'on est faible. Mais je pense que pour beaucoup, peut-être c'est aussi une question d'âge, pour beaucoup, c'est en fait... je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent, entre guillemets, mourir sur le champ de bataille, tu vois, plutôt que d'avouer que, en fait, ils sont fatigués. Mais en fait, c'est aussi une idée qu'on a. Et puis, quand on voit les personnes qui ont osé quitter la boîte. C'est vrai que ça peut aider à se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus épanouis. Ouais. Mais déjà, ça, oser quitter la boîte. Mais on les admire, on les envie. C'est des héros. Donc, si c'est pareil pour eux, pourquoi ce serait pas pareil pour nous? C'est une question de croyance et de comment on voit le monde. Et tu as toujours eu cette vision des choses, parce que du coup, tu parlais de coaching. Si on revient un peu sur ton parcours, du coup, tu fais tes études de journalisme. Donc, c'est ta première casquette. Ouais. Et en parallèle, du coup, tu fais de l'artistique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, donc, je fais mes études de journalisme à la fac. Pour payer mes études, je fais des spectacles, des télés, des trucs, des machins. C'était génial. Pendant mes études, on monte une compagnie de spectacles avec chanteurs, danseurs, comédiens, avec 2 copains, Sam et Didier. La compagnie, à la fin de mes études, elle cartonne. C'est la compagnie officielle de la télé belge. On fait des films, des trucs, des événements incroyables. Je me retrouve sur scène face à 5000 personnes. Enfin, même ça, j'avais même pas rêvé que ce soit aussi dingue. Donc, à la fin de mes études que j'ai réussi, je fais je vais quand même faire artiste pendant un certain temps parce que là, on s'éclate comme des fous. Je ferai journaliste plus tard. Je continue à faire des piges à gauche, à droite pour remplacer des potes, mais par passion, parce que vraiment, ça m'intéresse, ça me plaît. Et puis voilà. Et puis en fait, à un moment, je commençais à tourner en rond et je me suis dit, peut-être que maintenant, c'est quoi mon prochain rêve? Je me suis rappelé de mon rêve de mes 18 ans, c'était de vivre à Paris et de travailler à France Télévisions. C'est incroyable, incroyable. Et du coup, à un moment, je me suis dit, les shows étaient de plus en plus gros, mais c'est toujours un peu le même cycle. Donc, et moi, j'ai besoin quand même un moment de me renouveler. Et je me suis dit, c'est le moment, en fait. Donc, j'ai tout quitté. Je suis venue à Paris pour tenter ma chance. T'avais quel âge, du coup? En fait, c'était il y a 15 ans, un truc comme ça. Ok. Je sais pas quel âge t'as. Donc, je sais pas quel âge ça fait. La trentaine. Ok. Donc, ouais, t'as vécu quand même toute ta vingtaine artiste. Donc, c'était vraiment une autre vie, quoi. Oui, c'était une autre vie. C'était passionnant. Alors, artiste, on faisait les chorés. Au début, c'était une petite compagnie. Donc, je faisais la prod, je faisais les costumes, je faisais la compta, je m'occupais des déclarations des artistes. Enfin, voilà. En Belgique, il n'y a pas d'argent. Donc, on a des idées, on se débrouille. Ça, il n'y a pas, du coup, l'argent qui est mis dans la culture en France, quoi.
quoi. Il n'y a pas d'intermittence du spectacle. Il y a des systèmes aussi, mais si tu veux, en fait, c'est le pays quand même de la débrouillardise. Et je me souviens d'ailleurs, le premier show qu'on a monté pour l'événementiel, on n'avait pas les fonds, puisque la compagnie venait de commencer, mais on avait réussi à avoir un contrat. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé un acompte, et qu'avec cet acompte, on a payé les costumes et on a payé les décors. Et du coup, ça l'a fait. Et c'est vrai que moi, c'est un peu un choc quand je suis arrivée en France. À un moment, avec le premier spectacle Love Cabaret, j'ai commencé à faire des rendez-vous dans des écoles, des masterclass, où on me posait des questions sur les spectacles, comment je les avais montés et tout ça. Et en fait, j'ai eu des questions genre, mais comment on fait on n'a pas d'argent pour monter un spectacle. Je dis, les amis, moi déjà, ce spectacle Love Cabaret, j'ai monté avec 0 argent. Donc, ça prouve que c'est possible, hein, et que si vous voulez vraiment faire quelque chose, si ça vous brûle, si votre vraie passion, c'est le spectacle, eh bien, vous trouvez un moyen, en fait. Vous trouvez un moyen, vous faites du théâtre en appartement, demandez à votre vieille tante de vous prêter son appartement, vous trouvez un deal avec quelqu'un dans un bar ou un restaurant, enfin, voilà, il y a toujours moyen. Et du coup, ça, effectivement, moi, ça me vient de la Belgique. Hein. Cette idée, je te dis, je me suis improvisée costumière et j'ai cousu des trucs. Et quand je ne savais pas, j'apprenais, en fait. Et c'est vrai que ce tout est possible-là, il est très belge parce que Philippe Davila, qui est mon metteur en scène de Mademoiselle, qui est un super artiste, on est pareil, en fait. Il vient de Belgique. On s'était rencontrés en Belgique, on s'est retrouvés en France. Et on trouve des solutions, quoi. Et c'est vrai que on a, comme voilà, je disais, on a beaucoup plus de capacités qu'on ne pense. Mais si on attend que ça nous tombe dessus, on peut attendre très longtemps. Il y a des gens, ils ont passé leur vie à attendre et ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Et qu'il vaut mieux voir petit et faire que attendre un grand château et ne jamais faire, parce que ce château, en fait, c'est effrayant. Puis c'est en construisant petit qu'on construit aussi de plus en plus grand. Donc, Mais bien sûr, ton podcast, je sais pas, t'es à des centaines d'épisodes, j'imagine. Ouais, près de 250. Ouais. 250, si tu t'étais dit au début, je vais faire 250 épisodes, ça t'aurait mis la pression. Ou même en termes d'invités, si j'avais tout de suite visé des personnes connues, je l'aurais jamais lancé, donc c'est sûr. Et c'est là aussi où c'est important de s'assurer qu'on a le bon objectif en tête. Et est-ce que ce qu'on aime, c'est échanger, réfléchir, discuter, ou est-ce que ce qu'on aime, c'est juste avoir des gens connus ? Et c'est pour ça que moi, j'ai quand même un public assez large sur mon podcast, parce que oui, il y a des personnes qui sont connues, que je connais un peu, et du coup, ça m'intéresse d'échanger avec eux, elles, plus en profondeur, mais il y a aussi des personnes que généralement, les auditeurs ne connaissent pas, et parfois, c'est l'épisode le plus intéressant, parce que je pars du principe que tout le monde est intéressant et qu'on peut échanger avec tout le monde, quoi. Et tu as relié ça à ce que tu avais vraiment, fondamentalement, profondément envie de faire, c'est-à-dire échanger avec des personnes intéressantes et transmettre tout ça à d'autres personnes. Tu es relié à, finalement, ce qui te fait battre ton cœur, ce qui fait frétiller ton âme. C'est essentiel pour toi. Et ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Ça me dit quelque chose, donc je me dis que j'en ai parlé peut-être avec un invité récemment, mais c'est vrai que j'ai vraiment réalisé qu'on revient un peu toujours à ses amours d'enfance et que c'est un super bon point de départ si jamais on veut faire le point sur où on en est dans sa vie. C'est mais en fait, qu'est-ce que j'adorais faire quand j'étais enfant ? Enfin, moi, à 8 ans, on m'a offert un dictaphone, je lisais tout le temps, j'écrivais, je posais plein de questions, donc en fait... Voilà, c'est souvent vraiment là que se passe le plus grand de notre développement. Oui, c'est un exercice de coaching d'ailleurs très très connu quand on va chercher. Il est évidemment dans le livre. Et moi, petite, je chantais, je sautais, je dansais, je jouais. Et j'apprenais aussi par cœur les programmes en mode je les présente. Et je me faisais aussi des grilles de programmation, c'est-à-dire que je dis à samedi, à 14h je regarde ça, à 15h je regarde ça, à 16h je regarde ça. Donc vraiment, c'était mes univers. Tu as tout à fait raison, c'est des pistes à explorer. Donc ensuite, tu arrives en France. Oui. Là, tu repars entre guillemets de zéro, c'est-à-dire que tu connais personne, tu n'as jamais travaillé vraiment en journalisme, sauf quelques piges. Comment est-ce que tu fais pour poser la première pierre de ton château ? Là, je pense que ma passion absolue a parlé. C'est-à-dire que quand je suis convaincue, je convainc. Mais ça vient du cœur et ça touche vraiment les gens. Et je pense que c'est ça aussi, parler avec le cœur, vous embarquez tout le monde. En fait, j'ai débarqué, j'ai trouvé un job de journaliste à la radio du voyage. Bon, c'était 3-4 mois. Je n'avais effectivement pas fait grand-chose. Je me souviens de l'entretien, je disais, mais prenez-moi, vous ne le regretterez pas, etc. Mais c'était tellement puissant qu'ils m'ont prise. Et ils ne l'ont pas regretté aussi. J'étais à la hauteur de ce que j'ai dit. C'est-à-dire, moi, je suis une grosse bosseuse. Donc, j'ai prouvé aussi. C'était absolument formidable.
Après, je suis partie, même s'ils ont essayé de m'engager, mais ils n'avaient pas les budgets et tout. J'ai passé une période un peu compliquée où il n'y avait pas de job. Franchement, alors le problème, c'est que j'avais un CV de 4 pages avec une page artiste, une page prod, une page journalisme et une page administrative et tout. Et en fait, les gens, ils sont là, mais ils ne savaient pas dans quelle case me ranger. Donc la case, c'était la case poubelle. Donc c'était compliqué. C'était aussi une période assez compliquée économiquement. Il n'y avait pas trop de boulot. Mais même c'était la crise, c'est 2008 ? Ouais, je sais pas si c'était la crise ou si je sais pas, il y avait pas de job même en intérim. La personne me disait mais je ne sais pas ce qui se passe, il y a pas de boulot. Donc bon, je faisais vraiment de boulot de base et tout. Puis j'ai fait de l'intérim, donc le diable s'habille en Prada, hein, donc plein de gens malheureux. J'ai fait OK, et c'est là que j'ai fait mes études de coaching d'ailleurs. Et parce que j'étais entourée de gens qui n'allaient pas bien. Moi, j'étais contente d'avoir un job puisque je n'avais rien. En plus, je suis partie de Belgique avec rien. J'ai rien pris, argent, machin. Je me dis, tiens, on a tout construit à 3. Qu'est-ce que je peux construire toute seule ? Je suis folle. Mais j'étais motivée. Et du coup, j'avais ce job d'intérim, donc j'étais contente, ça avait du sens. C'est aussi parfois, on fait des jobs dont on se fiche, mais ça a du sens. Ils sont utiles. Et... Voilà, je sais que je mangeais, je renflouais les caisses et je savais que ça ne durait pas très longtemps. Et un autre sens que j'ai mis, c'est j'ai essayé d'aider comme j'ai pu les gens qui étaient en souffrance dans ces boîtes-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mes études de coaching parce que j'étais en manque d'humain et de solutions humaines. Et du coup, c'est comme ça que voilà, je me suis lancée dans mes études en parallèle, tout en travaillant. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je n'avais droit à rien, aucune intervention de DIF, CIF, etc. Et du coup, j'ai tout payé moi-même. Et comme je suis venue quasiment sans argent, j'ai fait un deal avec le prof en disant est-ce que je peux te donner 300 € par mois jusqu'au-delà de la formation, parce que ça coûtait plus que ça. Mais quand il y a quelque chose d'essentiel pour nous, il faut savoir se serrer la ceinture, s'organiser pour pouvoir... je savais que c'était quelque chose... En fait, c'est pareil, je suis le flow, quelque chose me dit il faut que tu le fasses. Et je l'ai fait. Et j'ai tellement eu raison. Déjà, c'était formidable parce que j'ai retrouvé de l'humain. J'ai rencontré des gens qui étaient comme moi. Alors, j'étais une des plus jeunes, mais dans le groupe, qui revenaient de l'entreprise et qui avaient été au rouleau compresseur, qui voulaient sortir de ça et qui voulaient aider à leur tour en se trouvant une mission. C'était magnifique. Et du coup, voilà, j'ai réussi ces études-là et c'était formidable. En même temps, je suis entrée à France 4 à l'époque parce qu'il y a une personne qui avait gardé mon CV en disant « Mais elle sait faire plein de choses, cette fille-là !» On s'était rencontrés, c'était super. Et plus tard, il me rappelle et il me dit viens. Et je savais pas que c'était pour France 4 puisqu'il avait changé de boîte entre temps. Et je fais mais c'est mon rêve. Et du coup, là, pareil, j'aurais fait le même coup. Prenez-moi, vous ne le regrettez pas, etc. Et t'as jamais peur de toi quand t'as peur de toi. T'as jamais peur quand tu dis ça parce que je pense que c'est aussi une pression qu'on peut se mettre quand on a une haute promesse de se dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je suis assez bonne, c'est assez rare en fait d'avoir le sentiment d'être assez bien. Mais moi je pense que le travail ça paye et que vraiment la différence on peut la faire au travail. Alors il y a aussi cette étude qui dit que les femmes elles attendent d'avoir 80% des compétences pour postuler et les hommes 20%. Puis après ils apprennent, ils ont bien raison et finalement tout s'apprend. L'important, c'est de se dire, OK, je vais tout donner, je vais apprendre, je vais comprendre comment ça se passe, parce que moi, je débarque dans un système, c'est mon premier, finalement, CDI, puisque avec la compagnie, on était autonome et tout. Et je dis, OK, je vais observer, je vais apprendre. Ce que je ne sais pas, je pose comme question. Et voilà, c'est aussi arriver avec de l'humilité et en se disant, mais en travaillant, tout le monde peut faire la différence. Vraiment. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, faire des actes pour faire des actes, être à côté de la plaque. Ça, c'est observer et apprendre, et petit à petit. Et moi, je travaillais bien plus que tout le monde, en fait. Et qu'est-ce que tu faisais de plus, pour te donner des exemples un peu concrets, tu vois, par rapport à un autre journaliste de France 4 ? Alors, à l'époque, je n'étais pas journaliste. Alors, moi, je suis entrée en tant qu'assistante. Okay. Donc déjà, c'est un poste, je maîtrisais, puisque j'avais été chef d'entreprise et tout. Par exemple, je vois un peu comment ça se passe et tout, et je vois qu'il y a des trucs, ça pourrait mieux se passer. Exemple, toutes les assistantes bookaient le MIP, qui est un marché de la télévision à Cannes. Donc, il fallait appeler pour chaque boss pour l'inscrire, pour l'hôtel, pour l'organisation, etc. Je fais,
les copines, les autres assistantes, si vous voulez, moi je coordonne tout ça. On va pas être 12 hein, ou 10 ou 5 à envoyer des mails pour organiser. Vous me dites quelles sont les dates, qui vient, les infos, etc. Je fais un mail de coordination et j'ai commencé comme ça à coordonner plein de trucs. Les copines, elles étaient contentes, ça leur faisait du boulot en moins. En plus, moi, j'étais la seule à m'occuper de 2 directeurs et elles s'occupaient chacun d'une de 1. Mais c'est pas grave, parce que moi, puis j'étais en appétence de travail, c'était pas assez pour moi. Tu prenais des initiatives, tu t'essayais d'optimiser. Oui, tout ce que je voyais qu'on pouvait mieux faire, je proposais. Alors au début, on m'a un peu regardé de travers, et puis ils ont vu que j'essayais pas de prendre la place de quelqu'un, que je voulais juste bosser, j'aidais tout le monde, et que je participais au bien-être de chacun, j'apportais beaucoup de bonne humeur. Voilà, je faisais de mon mieux pour vraiment que ce soit chouette. Mmh. Et puis j'ai créé des systèmes, et puis d'ailleurs c'est comme ça que j'évolue. À un moment j'avais créé tellement de systèmes, j'ai fait peut-être que c'est plus mon poste en fait, assistante, et puis je suis devenue effectivement, on m'a fait effectivement avec tout ce que tu as proposé, un moment j'ai fait oui, je peux, si tu veux, enfin j'étais toujours à proposer des trucs, donne-moi plus, parce que c'était pas assez. Moi j'avais été chef d'entreprise à faire 12 milliards de trucs quoi, donc c'était un peu lent pour moi. Et du coup on m'a fait acheter du doc, les docs ont cartonné, puis on m'a fait acheter du spectacle, j'avais dit mais donnez-moi du spectacle. Ça a cartonné, enfin voilà, mais parce que je me suis donné les moyens. Et c'est vrai que au début, par exemple, pour le documentaire, je connaissais personne, j'avais jamais fait ça. Donc mon boss David me fait écoute, tu voulais plus, voilà, t'as qu'à acheter des documentaires. Ok. Je vais rentrer dans mon bureau, je fais je vais prendre l'annuaire. Je sais pas, moi je suis pas dans le réseau. Et c'est comme ça que j'ai dégoté plein de documentaires incroyables qui ont cartonnés, qui étaient dans des fonds de tiroir, qui étaient oubliés alors qu'ils étaient encore hyper bons, parce que j'ai fait aussi les choses différemment. J'étais hors des circuits. Oui, parfois c'est le fait de venir d'un autre milieu qui nous permet d'avoir un regard hyper innovant, quoi. Complètement. En t'entendant, on a presque l'impression que, j'allais dire la chance, mais qu'en tout cas le bonheur t'a toujours souri, que la réussite t'a toujours souri. Est-ce qu'il y a eu une phase où en fait ça s'est pas aussi bien passé que ça ? Est-ce qu'il y a eu, tu vois, une grande difficulté que tu as rencontrée dont tu pourrais nous parler ? Alors moi j'ai toujours bossé comme une folle. Et c'est vrai que la reconnaissance a toujours mis du temps, je veux dire en termes de poste, en termes de salaire, etc. Ça a toujours mis des années, bien plus d'années que. Et jusqu'à des moments, on aurait pu dire, là, ça commence à être injuste, en fait, c'est pas normal, ou de gens qui me disent, voilà, ils déconnent et tout. Donc, j'ai dû faire preuve d'énormément de patience, vraiment. Beaucoup donner avant de recevoir, vraiment. Et je constate souvent que les gens, aujourd'hui, autour de nous, ils attendent de recevoir avant de donner. C'est vrai. Ça marche pas toujours. Mais aussi parce qu'en fait, c'est assez facile de tirer avantage de quelqu'un. Tu vois, là, tu dis que tu as attendu longtemps avant d'avoir ce que tu méritais, en l'occurrence. Ils auraient pu ne jamais te le donner. Tu vois, comment savoir quand, en fait, c'est juste de l'ingratitude ? Ouais. Je pense que j'aurais pu aller plus vite si j'avais écrit et lu mon chapitre 6, les limites, avant. D'accord. Parce qu'en fait, oui, vraiment, parce qu'en fait, ce que nous vivons émane de nous. Et très honnêtement, c'était tellement ma vie, France 4, mon rêve, mon bonheur. Qu'est-ce que j'ai aimé cette chaîne et les gens qui y étaient, que j'étais prête à y dormir jour et nuit, sans limite, et j'étais à un moment, avant que je mette les limites, justement, corvéable à merci. Jusqu'à un moment où il y a eu un moment où il y a eu une injustice, où tout le monde a été augmenté sauf moi, parce que la personne qui était là vraiment m'avait dans le nez, parce qu'elle avait peur de moi, elle croyait que j'étais comme elle, arriviste et tout. Sauf que non, moi je voulais juste être heureuse. On projette sur les autres nos propres insécurités. Voilà. Et, ouais. Parfois j'ai du mal à me le rappeler quand, je sais pas si toi parfois t'es la cible de critiques, de jugements, mais parfois, moi, j'ai tellement envie de me justifier, de crier mais non, mais en fait, je n'ai pas fait ça pour ça, mais arrêtez de me mettre ce que vous projetez. Et en fait, il faut juste laisser passer, quoi. On voit le monde comme on est, donc c'est très intéressant. Les gens qui crient comme ça sur ces choses-là, c'est que ça résonne en elles, et c'est pas pour rien. Et ne portons pas le mal-être des gens. C'est leur mal-être, on leur rend. Ouais. Mais parfois, c'est injuste. Moi, je déteste l'injustice. C'est injuste, c'est pas normal, ça c'est sûr, mais cette injustice, parce que je pourrais dire, moi j'ai vécu des années d'injustice, etc., mais je reprends ma responsabilité. Je pense que je n'ai pas transmis les bons signaux à ces moments-là.
Et voilà, aujourd'hui, j'ai réappris à mettre les signaux et à dire stop et à dire non d'une bonne manière, etc. Mais c'est un travail, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain, hein, c'est des années, des erreurs, etc. Mais c'est pas grave, prenons ce chemin, mettons les limites, en fait, vraiment. Donc du coup, juste t'es partie ? T'as dit quoi quand t'as appris ça ? Non, je suis pas partie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, c'était un switch. On m'a dit sois patiente parce que ça va switcher et on te garantit que on va remettre la justice. Et effectivement, ça a switché, les personnes sont parties et voilà. Mais c'était très particulier et ça a été très loin pour moi. Mais en fait, pour tout te dire, ça a été une très très bonne expérience parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais donné les signaux pour qu'on me maltraite entre guillemets comme ça. Et j'ai vu aussi autour de moi ces gens qui m'ont promis, j'ai vu qu'ils avaient peur de cette personne. J'ai vu qu'ils avaient peur et que du coup ils m'ont dit attends, parce que là on va rien faire. Ils ont eu peur de cette personne pour eux. Et du coup je me suis dit mais en fait jusque-là j'étais comme eux, c'est-à-dire que je n'avais pas le courage de... En fait j'avais peur de perdre voilà ça et je me suis perdue moi. Et finalement, ça ne va pas. Et du coup, j'ai mis 1 mois à m'en remettre quand même. Hein. Ça a été dur parce que mon monde, mes valeurs s'effondraient. Le mérite, la justice. Et donc, j'ai mis 1 mois à reprendre du poil de la bête parce que c'était incompréhensible, en fait. Donc, j'ai dû comprendre ça. Et en fait, après, j'ai fait, mais en fait, c'est moi. Et plus jamais je ne me perdrai comme ça. Parce que, en fait, là, je suis dans une place où je suis corvéable à merci et on peut me faire ce qu'on veut puisque c'est trop important pour moi, cette place. Et en fait, je me perds. Et donc, d'autres signaux ont émané de moi par la suite et les choses se sont beaucoup mieux passées. Ok. Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte des signaux qu'on émet, mais c'est perçu inconsciemment, hein, souvent, par les gens qui sont en face. Et c'est comme ça que c'est toujours un peu les mêmes personnes qu'on va harceler, parce qu'il y a quelque chose qui les autorise. Évidemment, on ne fait pas exprès, hein, et ça vient d'un passé, ça vient de... Donc voilà, c'est intéressant de réfléchir, et c'est pour ça vraiment le chapitre 6, s'il ne devait y en avoir qu'un, je pense que c'est celui-là qu'il faut lire, parce que je pense qu'on est tous, surtout dans nos sociétés, comme tu dis, on nous met la pression, ça va chercher là-dessus et il faut vraiment tous qu'on comprenne ça. Et ce n'est pas, il ne faut pas être agressif pour mettre les limites. Hein. Et comment se rendre compte des signaux qu'on émet justement si on n'en a pas forcément conscience ? Le comportement des autres. À partir du moment où quelqu'un ne nous respecte pas, c'est qu'on a émis quelque chose que c'est possible de ne pas nous respecter. Alors moi j'ai un peu de mal avec ce discours dans le sens où si je prends des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, voilà, de manière générale, j'ai eu très peu de problèmes de ce type-là. On m'a toujours respecté, mais il y a toujours 1 ou 2 personnes qui te prennent en grippe. Tu sais pas pourquoi, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de pas t'aimer. Et j'ai jamais su l'expliquer, quoi. Je me suis vraiment dit, mais alors, j'ai pas changé de comportement, j'ai pas eu un comportement différent avec eux qu'avec toutes les personnes dans ma vie. Et parfois, je me dis, c'est juste des personnes qui ont un problème, quoi. C'est pas moi le problème, c'est eux, quoi. Alors, je dis pas que j'en ai jamais, parfois ça a été moi, mais du coup, en l'occurrence, j'ai pas l'impression que j'avais émis un signal qui incitait l'autre à me manquer de respect ou à me critiquer. Pourtant, c'est ce qu'il ou elle a fait. Alors, il y a te manquer de respect et ne pas t'aimer. Ne pas t'aimer, oui, parfois une personne, tu lui rappelles quelqu'un ou il y a quelque chose en toi qui fait que c'est quelque chose qu'elles aimeraient, mais elles ne l'assument pas, donc qui résonne. Mais ça, c'est pas de ta faute, c'est leur histoire, et c'est elle à gérer ça. Ça devient embêtant à partir du moment où ces personnes ne te respectent pas, et là, à ce moment-là, tu es obligé de marquer un stop, une limite. Mais effectivement, il y a toujours des gens qui nous aimeront, qui nous aimeront pas, des gens qui réalisent des choses de leur vie. Pour certains, c'est difficile de le voir parce que ça les renvoie à elles-mêmes et c'est ce qu'elles ne font pas dans leur vie. Ça, ce n'est pas à nous à porter, vraiment. Et ça, il faut accepter de ne pas être aimé par tout le monde. C'est impossible, de toute façon. Et puis, vaut mieux être aimé par les gens qui sont autour de nous et notre entourage, parce que c'est avec eux qu'on vit. Et il y a trop de gens qui ont mis leur vie entre parenthèses parce que peut-être qu'elles ne seraient pas aimées par des gens qu'elles ne connaissent même pas. Mais c'est dramatique, en fait. À la fin, tu mets un masque qui n'est même plus qui tu es et tu dois entre guillemets, te prostituer tous les jours pour être quelqu'un que tu n'es pas, quoi.
Et ça mène à quoi? Ça mène à des burn-out, à des maladies, à des souffrances, ou tout simplement à ne pas être heureux. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je préfère qu'on ne m'aime pas, en fait. Et je vis ma vie. Après, je fais tout ce que je peux. Pour moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être une belle personne, faire du bien, etc. Mais après, je ne peux pas porter ce qui appartient aux autres. Et voilà, je fais tout ce que je peux. Après, ça veut dire parfois, je peux faire des bêtises. Et après, à moi à assumer, m'excuser si... Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire toujours de son mieux et d'être la personne dans ses valeurs et qui va dans une direction qui est belle. Le reste, à partir de ce moment où on a tout donné comme ça, qu'est-ce qu'on a? On ne doit pas s'en vouloir, en fait. On a le droit d'être qui on est. Vraiment. Et... ok, il y a des gens qui nous aimeront pas, mais il y a des gens qui nous aiment. Et comme tu dis, c'est souvent aussi ceux qui comptent le plus pour nous, quoi. Et oui. Donc du coup, le vent tourne, tu restes à France 4. Oui. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment où tu changes de signal? Franchement, les choses se mettent beaucoup plus en place. Et aussi, j'apprends à dire non. Justement, je travaille ses limites. Puisque je me dis, mais on m'aura plus jamais. Je ne veux pas être cette personne. J'ai dit aux personnes qui m'avaient dit « t'inquiète pas, plus tard », etc. J'aurais dit « mais en fait, qu'est-ce que vous auriez fait pendant la guerre, en fait ?» Parce que pour moi, c'est des collabos. Mais je me suis dit « mais finalement, j'étais comme eux, en fait. Je ne veux pas être cette personne-là. Donc merci pour cette expérience, parce que je ne serai plus jamais de ma vie cette personne-là. C'est-à-dire que je préfère perdre que de me perdre. » Du coup, en étant exactement la même personne, il y a d'autres choses qui ont émané de moi. Et les gens, j'ai plus dit non, voilà. Et finalement, naturellement, les choses se sont mises en place. J'ai eu beaucoup plus de respect. Alors, en termes de travail, j'ai commencé à m'occuper du spectacle, j'étais trop contente. Puis après, j'ai commencé à faire des offres pour le groupe, puisque je faisais des offres spectacle France 4. Et puis finalement, j'ai eu des idées. Pour avoir des gros artistes, il fallait plus de montants. Du coup, j'ai monté des systèmes avec France 2, France 3 et compagnie. De là, je me suis occupée de la coordination d'offres groupe. Et puis un jour, on m'a dit, est-ce que tu veux t'occuper de repérage de talent? J'ai dit, ce que j'ai fait avant, c'était cool. Nouvelle aventure, on y va. J'ai fait ça un peu, mais en fait, c'était pas évident parce qu'il y a les producteurs, il y a les gens qui décident des émissions, etc. Et finalement, c'était pas forcément évident parce que tout le monde voulait garder la paternité du truc. Moi, je m'en fiche, je veux aider. Donc, voilà, c'était un peu bizarre. Et du coup, à un moment, France Info s'est lancé. J'ai fait, je vais proposer mes services, on sait jamais. Et comme c'était 2016, le tout début, il manquait de personnes, eh bien, ils m'ont dit, viens, tente ta chance. Si c'est bien, tu restes. Si c'est pas bien, c'est pas grave, on est encore une chaîne laboratoire. Ce fait que moi, j'avais présenté des émissions en Belgique, et puis c'est en moi, ça, c'est ma passion aussi, depuis toute petite. Donc, je suis venue, et puis voilà, c'était 2016, je n'ai plus jamais arrêté. Et puis maintenant, je suis à France Info, complètement, à 100%. Journaliste, même France Télévisions, groupe, mais dédié à France Info parce que c'est vraiment ma chaîne de cœur. J'aime bien les petites chaînes parce qu'il y a beaucoup de simplicité, d'humanité. Voilà, c'est simple et voilà, peut-être qu'un jour je ferai du France 2, France 3, pourquoi pas, dans des chouettes conditions. Mais moi, c'est pas le plus de public possible, c'est faire les choses qui me plaisent le plus et où je peux vraiment transmettre ce que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire quand j'invite un artiste, c'est accompagner un rêve. Quelqu'un qui est en train de réaliser son rêve, accompagner modestement, mais essayer d'accompagner comme je peux et montrer par là même au public que, oui, réaliser ses rêves, c'est possible, ça marche. C'est toujours sur la réalisation des rêves. Mon livre, c'est Réaliser vos rêves. Ma conférence, La magie de croire en ses rêves. Mon podcast Viser la Lune, que j'ai fait en 2020, que j'ai arrêté, mais qui est toujours là, c'est comment les artistes avancent sur le chemin de leurs rêves, malgré les hauts, les bas, etc. Et finalement, ils nous expliquent que c'est normal d'avoir des bas et c'est ça qui nous construise le plus. Mes spectacles, c'est une femme qui part à la rencontre de ses rêves. Je pense que je suis là pour dire aux gens, croyez en vos rêves parce que ça change la vie. Et voilà, je suis la preuve vivante et c'est beau. Quand tu dis que tu es à plein temps maintenant à France Info, tu as pourtant en plus quand même cette casquette d'autrice, de conférencière, de coach. Comment est-ce que tu répartis un peu ton temps? À quoi ressemble une semaine type dans ta vie? Les journées elles sont dédiées à France Info. Le soir, je suis souvent au théâtre aussi. Donc du coup, parfois, un matin, de temps en temps, je fais un truc pour moi, mais
Bon, c'est quand même vachement France Info. Et sinon, le soir, quand je suis pas au théâtre, je bosse sur mes projets. Les week-ends, je bosse sur mes projets. La nuit, ça m'arrive de bosser sur mes projets. Dans le métro, je me note des idées. Enfin, c'est là, c'est en moi. Donc, de toute façon, moi, j'ai toujours 12 milliards d'idées à la seconde. Et j'ai note. Elles ne sont pas toutes bonnes. Elles vont pas toutes aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est... Donc, j'y consacre beaucoup de temps. Mais c'est ma passion. Donc, ça me rend super heureuse. Je dois juste, moi, faire attention de consacrer du temps à juste me détendre, et mes amis, mon entourage, les proches. Ça, je suis beaucoup plus attentive aujourd'hui parce que c'est très important, en fait, dans la vie, les gens qui nous entourent. Tout à fait. Mais bon, après, j'ai presque l'impression que oui, la détente devient une nouvelle injonction. Alors que, comme tu le dis, si tu as ce feu en toi qui te nourrit et que pour l'instant, tu écoutes bien ton corps et que ton corps te dit que tu peux continuer, profites-en aussi, quoi. Je pense que c'est aussi des étapes de vie qui sont toutes un peu différentes. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit qu'il fallait te focaliser sur une de ces activités ? C'est une question que je me pose en ce moment, donc c'est pour ça que je t'en parle. Parce que on entend quand même pas mal le discours selon lequel, pour faire les choses bien, il faut être focus, il faut pas se disperser trop. Du coup, moi, je me dis, merde, j'ai une marque de lingerie, j'ai un podcast, j'écris, j'ai mes réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'en effet, du coup, je ne perds pas mon énergie à la diluer ? J'ai l'impression que ça m'en donne, en fait, de justement ne pas avoir la tête tout le temps dans le même sujet. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pour avoir aussi touché à beaucoup d'univers ? Et si cette injonction de faire une chose pour bien la faire venait d'une personne ou des personnes qui sont monotâches ? C'est très bien pour les personnes monotâches. Mais nous, on est des personnes multitâches. Et comme tu le dis très bien, nous, on a besoin de faire plusieurs choses parce que ça nous met en énergie. Moi, faire qu'une chose, ça me plombe. C'est pas possible. Et en plus, le monde est lent. Donc, pendant qu'un truc traîne sur un truc, je m'occupe de l'autre truc. Donc, en fait, tu sais, on dit, oui, peut-être pour certaines personnes, mais la question, quand on nous dit tous ces trucs-là, la question qu'on doit se poser, c'est se dire, mais est-ce que pour mon type de personnalité, ça marche ? Oui, ça marche pour certaines personnes, mais peut-être pas nous. Et toutes les deux, je pense que ça nous met en énergie de faire plusieurs choses. Après, il y a des fois où c'est trop. Donc, quand j'ai réduit le coaching et que j'ai tout mis dans un livre pour pouvoir continuer à aider les gens, parce que pour moi, c'était important d'aider les gens, je l'ai fait parce que j'avais Mademoiselle, mon spectacle, j'avais France Info qui commençait et fallait justement tout prouver. Donc, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus. J'avais ces deux-là. De temps en temps, je donnais un stage ou de développement personnel ou à des chroniqueurs, etc. Mais j'ai arrêté le coaching de semaine en semaine parce que ça me prenait trop de temps. Donc, il y a des fois, on le sent. En fait, c'est se dire, OK, là c'est trop. Là, on le sent. J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Là, c'est trop. OK, t'as le signal. T'as ton message. OK, si c'est trop, comment je peux faire ? Qu'est-ce que je retire ? Ou est-ce que je mets moins de temps ? Mais vraiment, ressentons. On a les réponses en nous. Et c'est un peu l'idée du livre, c'est de revenir à nous. Parce que toutes les réponses, personne ne fonctionne comme nous, donc personne ne peut nous dire ce qu'on a à faire, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Ouais, et je trouve que ça aide beaucoup parfois je sais que pour prendre une décision importante, je vais toujours demander à au moins mes 2-3 personnes les plus proches. Très bien. Parce que ce qu'ils vont me dire va me permettre de réaliser si je suis d'accord avec ou pas. Oui. C'est triste peut-être d'en arriver là, mais moi, mon corps, il a du mal à me dire... tu vois, mon ventre, il va pas forcément me dire à chaque fois, là, c'est plus comme ci, là, c'est plus tendu, là, c'est plus cela. Mais d'entendre les avis de chacun, j'arrive à du coup me construire et à affirmer mon propre avis. En fait, non. Moi, quand tu me dis ça, ça me parle pas. Donc, en fait, c'est que il faut que je me concentre plutôt là-dessus, quoi. Eh bien, je te félicite, tu as trouvé ta méthode. Oui, c'est sûr. Mais donc, c'est ça qui est difficile, je trouve, parfois, avec les conseils. Et donc, en fait, je pense que le mieux, dans tous les cas, ça reste peut-être d'en écouter plein et de prendre justement ce qui nous parle le plus. Mais on est beaucoup à vouloir progresser. C'est un peu le principe du développement personnel. Au final, à chaque fois, on se rend compte que la bottom line, c'est... ça peut marcher pour toi comme ça peut ne pas marcher pour toi. Je pense que le fait d'en parler aux autres, c'est très intéressant parce qu'on va exprimer des choses et de par leurs questions, de par les interactions, il y a peut-être d'autres choses qui vont émaner de nous. C'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on n'a peut-être pas toujours ce recul nécessaire. Donc, en parler, exprimer, mais de toute façon, ta décision, c'est toi qui la prends en fonction de ce que tu sens.
Donc, tu es en contact avec ça. Mais juste, tu as besoin, toi, dans ton process, d'aller en parler, de faire bouger les choses comme ça. Moi, c'est différent. Je regarde avec moi-même. De temps en temps, parfois aussi, comme toi, mais pas toujours. Moi, c'est vraiment, je suis le flow. Voilà. Mais c'est vrai que parfois, j'ai besoin d'en parler. Mais en fait, c'est quand je sens pas le flow, je vais en parler. Voilà. Et quand je sens le flow et que c'est clair pour moi, j'en parle pas. Et en fait, il n'y a pas de règle. C'est juste, finalement, on y revient. C'est notre corps, notre qu'est-ce qui sort, en fait. Et finalement, la juste réponse, c'est ça. C'est puissant. Je voulais te parler un peu d'éloquence aussi. J'ai vu que tu avais, je crois, présidé un concours d'éloquence. Oui, participer. Ouais. C'est un sujet qui revient beaucoup dans le podcast, dans ce que les invités, les auditeurs aimeraient entendre. Est-ce que tu as travaillé sur ton art oratoire ? Est-ce que c'est le théâtre qui a aidé ? Quel conseil tu auras à partager pour des personnes qui souhaitent peut-être gagner en confiance et en assurance quand ils s'expriment en public ? Alors déjà, je pense que le théâtre, effectivement, la télé, le fait d'exprimer des choses. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'exprimer. Donc, puis la langue, les mots, je suis journaliste, ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est la pratique. Après, c'est très important, je pense, parce que finalement, nos interactions avec qui que ce soit sont portées par notre parole, nos messages sont portés par notre parole, et qu'on a besoin de bien exprimer les choses pour faire comprendre ce qu'on veut dire à l'autre et bien interagir. Donc, je pense que c'est une qualité, une compétence vraiment très intéressante. Après, comment l'apprendre ? Effectivement, le théâtre, il y a des cours, etc. Et comment éviter le stress, l'angoisse, le trac, ça c'est, j'ai donné des stages de prise de parole en public. Je pense qu'il faut tellement se connecter au message qu'on veut transmettre que c'est plus important que nous. Et que du coup, nous, on s'efface derrière ce message. On est petit par rapport à ce message. Et que c'est tellement important pour nous de transmettre ces idées-là aux gens qui sont en face de nous, que finalement, c'est le message qui va porter. Et donc, on n'est plus en train de se regarder, parce qu'on est moins important que le message. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire, mais pour essayer de me mettre du coup en situation, oui. Je trouve que c'est tout à fait le cas quand on parle de sujets qui nous tiennent à cœur. Donc moi, quand je vais m'exprimer par rapport aux droits des femmes ou au corps ou tous ces sujets-là, j'allais pas avoir de mal à en parler. Mais je pense à des personnes qui peut-être sont en réunion et doivent prendre la parole devant leur boss sur un sujet qui les passionne pas forcément. Moi, parfois, quand on m'interroge à la télé sur des sujets qui me bottent moins, en fait, là, c'est difficile parce que du coup, je passe tout de suite en mode comment est-ce que je pourrais bien faire ? Ouais. Je pense beaucoup plus du coup au paraître, pas forcément au message. Et en fait, du coup, le fait de penser aux deux, ça me stresse. Et donc, généralement, ça peut très mal finir, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être difficile quand on maîtrise peut-être un peu moins, en fait. Je pense que dans ton cas ou dans les cas d'interview, c'est de se dire, OK, moi, c'est mon avis et je vais juste partager mon avis. Je pense que tu as à ce moment-là une volonté de performance qui fait que ça te complique tout et ça te fait peur. Il faut juste se reposer, se dire ok, moi je vais juste donner mon avis, ça va parler à quelques personnes et ça n'engage que moi. Et juste je vais donner avec mon cœur ce que j'ai à dire, mais juste ça n'engage que moi. Ça rend la chose beaucoup moins grave, importante et du coup, t'as moins d'enjeux et aussi t'as beaucoup moins de besoin de performance parce que c'est juste ton avis. Tu vois, déjà ça. Pour les personnes en réunion, l'idée, c'est essayer de tourner ça en mode jeu. Ok, c'est l'occasion pour moi de travailler ça, puisque il faut bien que je transmette quelque chose. Ok, c'est un cadeau que je vais faire à moi. Ok. Alors, je pense qu'il y a aussi des techniques qui vont faire en sorte qu'on va être meilleur. On va transmettre mieux notre idée. Avec des bonnes accroches, avec pas forcément un discours très long, mais un discours avec des images et compagnie. Ça, il y a même des bouquins pour travailler. Il y a des stages, mais il y a aussi des bouquins. Donc déjà, peut-être commencer à se dire, ok, comment je vais construire mon propos ? Si tu vas, tu n'as rien préparé, etc., ça ne va pas t'aider à moins voir le trac. Donc déjà, préparer. Donc préparer tes propos, etc. Et puis se dire que, ok, je suis là ça va m'aider au fur et à mesure à m'améliorer. Et peut-être que dans mon prochain poste, ça va juste être un super atout. Et aussi de se dire que en face de moi, il y a quelques amis. Donc, ok, je vais plutôt regarder les gens qui sont avec moi, qui vont me soutenir. Et y aller
Voilà, petit à petit. Alors, au début, ça va être plus difficile, mais d'étape en étape, ça va être moins difficile. Et l'idée de se dire que c'est une opportunité pour s'améliorer. Et vraiment, moi, j'encourage vraiment les gens à faire des stages parce que c'est très, très précieux et ça permet d'avancer, ça permet de s'entraîner face à d'autres personnes et de se rendre compte que finalement, les autres, c'est pas que des gros méchants qui nous veulent du mal. Hein. Il y a des gens bien et ça peut être des soutiens. Et du coup, ben voilà, petit à petit, évidemment, les gens ils veulent tout de suite devenir Barack Obama. Ben non, petit à petit, on va s'améliorer. Et à chaque fois, peut-être se dire, ok, aujourd'hui, je vais travailler les images. Aujourd'hui, tiens, je vais travailler à projeter ma voix. Et se faire des petits challenges, essayer genre de le gamifier, voilà. Et les choses qui nous embêtent, essayer d'en faire un jeu. Moi, je me souviens toute petite, quand je devais me ranger ma chambre, j'étais pas contente de ranger ma chambre. J'avais trouvé un truc. Je faisais un jeu, c'est me dire, je vais d'abord ranger tout ce qui est bleu. Et je rangeais ce qui était bleu, tout ce qui est jaune. Et je me faisais des petits jeux. Et en mode jeu, ça marche mieux. Ouais, c'est vrai. Et c'est Jonathan Lehmann aussi dans un épisode qui le partageait et je garde cet enseignement à date, c'est vraiment précieux. Comment est-ce que tu progresses, toi ? Tous les jours, j'écoute des podcasts, je lis des bouquins, je cherche sur Internet, vraiment, mais tous les jours, ou quand je lis un livre, il y a un mot ou que j'appréhende pas bien, ou bien qui m'amène à une idée. De là, je pars sur Internet, j'arrête ma lecture, j'essaie d'apprendre, de comprendre. Enfin, moi, j'ai beaucoup besoin de nourriture, d'apprendre, de découvrir le monde. Donc, c'est tous les jours. J'ai cette soif, en fait, d'apprendre. Mais vraiment, c'est moi. Et parce que je fonctionne comme ça, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et vraiment, je le dis pour pas que les gens culpabilisent parce que on est vraiment très différents, on n'a pas les mêmes besoins. Et il y a des choses formidables que des gens font que moi, je ne fais pas. Donc voilà, ça faut pas se comparer. Hein. Oui, mais vraiment parce qu'on évite à se comparer. Et revenons à ce qu'on a dit toutes les deux, c'est finalement, et tu l'as dit toi-même au début, tu disais, oui, je sais pas comment. Et puis à chaque fois, tu as trouvé un système et finalement, tu as trouvé tes réponses en toi, parfois en posant des questions, etc. Donc en fait, voilà, ce qu'on a à faire, on le sait nous. Et ne nous comparons à personne parce que moi, ce que je fais, c'est très bon pour moi. Moi, j'ai des potes, s'ils avaient ma vie, ils seraient morts 12 fois depuis. Ils auraient des crises cardiaques toutes les 5 minutes. Voilà. Bon, on est différents, donc surtout pas se comparer. Est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un livre, un podcast, un film, un spectacle, que tu as beaucoup apprécié, qui t'a touché, qui t'a aidé, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent ? Oh là, il y en a tellement. Je dirais... dans les livres, il y en a plein. Il y a les 4 accords Toltec. C'est essentiel. Pour les personnes qui lisent pas trop de développement personnel, il y a le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Qui est très bien, que j'ai lu, en effet. Il est vraiment simple et efficace, quoi. En fait, il y a tout le coaching là-dedans, mais en toute simplicité. Et on comprend finalement qu'on se met des limites tout seul. Et que la vie est beaucoup plus ouverte que ça. Donc déjà, rien que ça. Et j'ai des amis qui n'étaient pas trop développement personnel, je leur ai offert, j'ai dû l'offrir 50 fois ce bouquin, et ça ouvre des choses. Donc ça, c'est formidable. Après, il y a un film que j'adore, c'est Un monde meilleur. C'est avec Helen Hunt et Hervé Kettel, je pense, et le petit jeune garçon du 6e sens, où on demande aux enfants d'une classe, leur maîtresse leur dit trouvez une idée pour changer le monde. Et en fait, le petit garçon, il revient avec cette idée qui dit il faut aider 3 personnes, mais vraiment leur rendre un immense service, vraiment quelque chose qui nous coûte. Et en échange, on ne demande rien si ce n'est qu'elles aident 3 personnes elles aussi. Et en fait, ça devient hyper viral. Bon, c'est un film américain, ça finit avec les violons, mais c'est tellement beau. Et oui, aidons-nous les uns les autres, n'attendons pas en retour. Et si chacun aide et concède et concède et concède, on change le monde. Et c'est vraiment un film magnifique. Ok, trop bien. Écoute, je mettrai ça dans les notes du podcast. Je me demande aussi, vu que, comme tu l'as dit, le centre de ce qui t'anime, c'est le rêve, la réalisation de ses rêves. Comment on fait pour, quand on a atteint son rêve, pour continuer à rêver ? Ah, tu sais, derrière un rêve, il y a toujours un rêve. C'est ça qui est marrant, c'est ça qui est chouette. Est-ce qu'on n'entre pas dans le piège, vraiment, j'ai l'impression aussi d'en parler à chaque podcast, mais est-ce qu'on n'entre pas dans le piège du coup de ne jamais vraiment être satisfait et de toujours se dire en fait il y a plus, il faut aller plus loin ? Alors pour moi vraiment la recette du bonheur, c'est d'être heureux de ce qu'on a. Ça n'empêche pas d'avoir des envies.
Et c'est ça aussi le moment présent, c'est de prendre le temps d'apprécier ses amis, d'apprécier le chemin en direction de ce rêve. Parce que finalement, l'important, c'est même pas de réaliser son rêve, on peut même en changer de rêve. On a le droit, c'est pas grave. C'est vrai. On vit ici et maintenant et on peut évoluer différemment et voilà. Et finalement, c'est d'investir et de profiter de chaque instant. Et puis une fois que ce rêve-là il est terminé, déjà savourons-le, bien sûr. Mais l'être humain, il a besoin de quelque chose, d'avoir un phare à l'horizon, d'avoir des perspectives. On fonctionne, la majorité, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Et finalement, un rêve n'est qu'une excuse pour nous donner ce phare à l'horizon. Il nous donne une direction. Donc un sens, mais ce sens donne du sens à nos vies. Donc c'est pour ça que je dis ne courons pas à une vitesse effrénée vers un rêve en nous épuisant. De toute façon, derrière, il y en a un, donc on va finir trop épuisé, puis on n'aura pas vraiment profité. Qui font chaque moment en direction de ce rêve, les rencontres qu'on peut faire, belles rencontres, et nos ailes qu'on va déployer et se rendre compte qu'on est capable de tellement de choses qu'on n'imaginait peut-être pas. Et c'est magnifique. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ? J'aimerais bien entendre, alors je dirais peut-être Mathieu Ricard. D'accord. Tu sais que c'est potentiellement en cours. Oh, j'adore. Ouais. Écoute, parce que c'est un moine bouddhiste, c'est quelqu'un qui fait tellement de bien autour de lui. Donc déjà, c'est merveilleux. C'est quelqu'un de très intelligent, de très généreux et, très important pour moi, quelqu'un qui a beaucoup d'humour et d'autodérision. J'ai eu la chance de l'inviter dans mon émission. Il est d'une simplicité et d'une humilité. Moi, j'aime ces personnes qui font le bien, qui il voue sa vie quand même pour faire le bien et aider les autres, quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est vrai. Et il rayonne. Donc, il est heureux, en fait, cet homme-là. Il a été élu, entre guillemets, homme le plus heureux du monde après observation de ses ondes cérébrales. Donc, je trouve ça hyper intéressant. C'est quoi en fait l'homme le plus heureux du monde au final ? C'est un homme qui aide les autres. Enfin, c'est quand même très beau comme message, quoi. Un homme qui ne possède rien et qui donne tout, quoi. Complètement. Mais regardez tout simplement quand vous vous préparez à faire un cadeau. Vous êtes heureux. Ouais, moi, je suis parfois plus heureuse que celui qui le reçoit. Mais voilà, aider les autres. J'aime bien aussi cette phrase qui dit quand ça va pas bien pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour quelqu'un d'autre qui va moins bien encore, parce que ça te détourne de ton problème, parce que tu te rends compte qu'il y a pire que toi, et en faisant du bien, tu te fais du bien et ça va déjà mieux. Donc finalement, il y a quelque chose là-dedans, et c'est ça un peu la mission de vie. Moi, j'aime bien cette formule-là, qui parle à qui ça parle, mais se dire que quand on fait du bien, et en étant dans sa mission, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se sacrifier, on fait des choses qui nous font du bien, on est heureux, on fait du bien aux autres, mais voilà, notre vie, elle aura été utile, c'est juste magnifique, quoi. Je pense que le secret du bonheur, c'est aussi de donner, de faire du bien, parce que ça donne du sens à notre vie. Écoute, c'est la parfaite transition pour te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? Alors, prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est en fait être l'artiste de sa vie, c'est-à-dire laisser, on va dire, la main à notre cœur et à notre âme, parce qu'ils savent ce dont nous avons besoin, et les écouter, et aller sur ce chemin-là, ce flot-là, qui va faire qu'on sera au juste endroit pour nous. Super. Écoute, merci beaucoup Isabelle pour ces enseignements précieux. Merci J'ai beaucoup infiniment. apprécié notre échange. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que tu fais, sur ton livre, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Alors Instagram, j'y suis beaucoup, @Isabelle Layer, LinkedIn, je suis un peu partout. Donc il y a le livre, évidemment, Je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol. J'ai une conférence que je fais parfois en grand public qui s'appelle donc La magie de croire en ses rêves. Le podcast Viser la Lune qui existe toujours et qui est là pour vous. Vraiment, c'est une belle ressource inspirante. Et puis France Info, évidemment, on a rendez-vous avec les artistes chaque semaine. Super, merci beaucoup Isabelle. Merci à toi.